Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode, c'est la fête. Aujourd'hui, pour l'occasion, on reçoit Marine. Marine, du coup, je te laisse te présenter. Marine Poré, voilà. C'est moi, Marine. Bonjour. Merci déjà de l'invitation, c'est trop cool. C'est la première fois que je suis invitée dans un podcast, donc on va essayer de faire le taf. Pas de stress. Et ouais, du coup, je m'appelle Marine. Je suis, j'aime pas trop l'appellation, mais coach business pour les coachs sportifs. En fait, j'accompagne les coachs à développer leur activité, donc notamment en ligne. Et donc, j'ai accompagné notamment Nathan et Nathan pour leur activité, pour se développer. Et je fais ça depuis maintenant quelques mois. Ça fait 10 mois que je fais ça. Donc voilà, j'ai développé ça à la suite de mon activité en indépendante quand je faisais des prestations en marketing digital, en communication pour des entrepreneurs. Et en fait, vu que ma passion, c'est le sport, je fais de la force athlétique aussi, en fait, je me suis dirigée vers cette spécialité-là. Et c'est pour ça que j'accompagne les coachs aujourd'hui, exclusivement. Ok, et concrètement, ton activité, qu'est-ce que tu proposes pour accompagner un peu les coachs tu peux nous décrire un petit peu du coup de ce que tu proposes en général? Ouais, alors moi je propose différentes solutions. Tout dépend du projet, des envies du coach. Mais globalement, j'acte en fait pour revaloriser le coaching sportif, donc le métier. Donc en fait, c'est vraiment la mission de OMR. Donc mon business s'appelle OMR, l'école s'appelle OMR. Et la mission, c'est vraiment de revaloriser le coaching, parce que je suis partie du principe qu'il y avait beaucoup de coachs qui se lançaient, enfin de pseudo-coachs influenceurs, entre parenthèses, qui se lançaient un peu sur les réseaux. Oui, bon, je vais à la salle, donc je me prétends coach sportif, alors que pas du tout. Et je vais vendre des programmes, je vais essayer de vendre des programmes tout faits. Pour moi, ça dévalorise à fond le coaching sportif, qui est de base quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Moi, j'ai jamais eu autant de résultats que depuis que je me fais coacher, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de construire ça. Et pour moi, quand je voyais des influenceurs proposer des programmes à tout va, ça m'a vraiment fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça le coaching, quoi. Ça, c'est vraiment juste de l'e-commerce, quoi. Tu vends un programme tout fait qui est pas personnalisé du tout. Et en fait, je suis partie de ce principe-là. Donc moi, maintenant, ce que je propose, de par cet aspect-là que j'en ai conclu, en fait, ce que je propose maintenant, c'est de développer ton activité, toi, en tant que coach sportif, pour vraiment accompagner une personne de A à Z dans ses objectifs, et pas seulement lui fournir un programme que tu vas fournir à tout le monde pour gagner un max d'argent. C'est vraiment pas ça le but. C'est vraiment, je propose de revaloriser ton coaching pour que tu puisses être le coach que tu rêves d'être, tu vois. Donc voilà, donc je propose plusieurs solutions, des accompagnements, des formations, voilà, selon aussi les budgets, les envies de chacun. Ok, et pourquoi avoir choisi du coup le domaine du sport dans le marketing et pas autre chose? Comme je disais tout à l'heure, le marketing de base, c'est mon métier. Enfin, c'est ça que je fais depuis toujours. J'ai toujours fait des stages, que ce soit des stages quand j'étais à l'école dans le marketing digital. J'ai toujours aimé ça. Et du coup, je me suis lancée en indépendante dedans il y a de ça 2 ans. Et en fait, j'ai accompagné des entrepreneurs, et je suis partie du principe que, OK, j'aimais bien ce que je faisais, mais il n'y avait pas vraiment de sens, parce que ça liait pas quelque chose qui me passionnait réellement. Le Ok. marketing, j'adore ça, j'adore aider les entrepreneurs, mais j'ai aidé des entrepreneurs aussi bien dans l'immobilier que il y avait quelqu'un qui faisait aussi une plateforme interactive pour trouver des professionnels près de chez vous. Enfin, il y avait vraiment plein de choses, mais ça tournait un peu ça allait un peu dans tous les sens. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me spécialise dans quelque chose. Et au-delà de ça, il faut que j'arrête d'être en freelance, parce que moi, ce que je veux être, c'est entrepreneur, indépendante. Et en fait, je dépendais clairement de mes clients. Donc, en fait, j'avais envie de construire quelque chose de plus grand. Donc, j'ai fait comme un ikigai, si tu veux. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime le sport. Est-ce que j'ai envie d'être coach sportif? Pas forcément. Moi, ce que j'aime, c'est le marketing, c'est développer des entreprises, les faire se démarquer sur Internet et se connaître sur Internet. C'est ça le marketing digital, pour
que ces entreprises obtiennent plus de clients notamment et augmentent leur chiffre d'affaires. Et donc, je suis partie de ça, de ma zone de génie, on va dire. Et en plus, j'ai lié ça à ma passion pour le sport, parce que je pratique la musculation depuis plus de 5 ans et la force athlétique depuis 2 ans. Et donc, j'ai fait, qu'est-ce que ces deux côtés de ma personnalité pourraient relier un projet, en fait. Et c'est de là qu'est né ce projet-là. J'ai lié les deux, en fait, tout simplement. Et est-ce que tu vois, tu parlais du fait que tu étais coaché. Est-ce que ton coaching avec Mathéo, il a influencé le coaching que tu as proposé par la suite? Ouais, carrément. Carrément, parce que en fait, avant, j'avais jamais eu vraiment de coach à part entière. Tu vois, j'avais fait des petites séances en présentiel. J'avais eu un coach à distance, mais le suivi n'était pas top. Et en fait, quand j'ai rencontré Mathéo et quand j'ai vu, d'ailleurs à l'époque, je voyais en fait ce qu'il faisait avec d'autres athlètes à lui. J'étais pas encore athlète avec lui, et je voyais ce qu'il faisait, mais de loin. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait d'avoir son programme à distance, de pouvoir avoir un Google Sheet interactif et de pouvoir communiquer avec lui tous les jours. Et je trouvais ça vachement cool, et ça m'a ouvert les yeux en fait sur une autre façon de coacher. Je me suis dit, en fait, c'est ça la nouvelle façon de coacher, et tu peux vraiment faire de grandes choses en fait, parce que plus tu ajoutes des choses à ton offre, je me disais, mais direct, moi dans ma tête ça fusait, je me disais, mais il pourrait rajouter ça pourrait être trop bien, encore plus que maintenant, tu vois. Et je me suis dit, mais ok, les autres coachings que j'ai eus, c'était pas du tout ça. Et là, déjà, on passe un step supérieur. Et moi, en tant qu'athlète, de mon côté, j'ai vraiment vécu le truc, et je me suis dit, mais pourquoi tous les coachs ne font pas ça? Pourquoi tous les coachs n'ont pas un accompagnement à distance comme ça qui permet à l'athlète d'évoluer? Athlète ou quelqu'un qui veut perdre du poids ou prendre de la masse, c'est la même chose, c'est la même base. Pourquoi tous les coachs ne font pas ça, ne proposent pas ça, ce qui permet vraiment à la personne d'atteindre ses objectifs concrètement et réellement. Et moi, ça a été mon cas. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussé à le faire, clairement. Ok. Et du coup, quelles sont pour toi les différences majeures? Pourquoi, en fait, tu aides majoritairement les coachs à développer leur activité en ligne? Est-ce que pour toi, justement, les coachs en présentiel, c'est quelque chose d'un peu désuet, d'un peu old school, qui va tendre à disparaître dans le futur? Est-ce que pour toi, la valeur d'un coach en ligne est supérieure à un coach en présentiel? Est-ce que tu as un avis là-dessus, du coup? Ouais, alors j'ai pas un avis tranché, genre le coaching en présentiel c'est nul. Non, pas du tout, loin de là. On voit de la polémique ici. Je pense que non, mais je pense que c'est très important de garder ce présentiel et ce contact humain en présentiel, justement, avec la personne que tu accompagnes. Et moi, j'adore justement, par exemple, Mathéo, je le vois régulièrement, et on fait des séances des fois ensemble, il m'accompagne en compétition. J'adore quand même avoir ce lien physique avec lui, et je pense qu'il ne faut pas que ça se perde non plus. Mais ce que je veux dire par là, par le coaching en présentiel, ça va se perdre, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt, tu peux pas, pour moi, continuer sur du présentiel à 100% toute ta carrière aujourd'hui avec les outils qu'on a et ce qu'on peut faire du coaching, en fait. Pour moi, la valorisation du coaching actuellement, aujourd'hui, elle peut être 10 fois plus puissante si tu rajoutes un côté distanciel. Donc, en fait, se limiter, entre guillemets, au présentiel, c'est se limiter en termes de chiffre d'affaires pour toi étant coach, mais aussi pour ton coaché, qui, lui, ne va pas forcément voir des résultats flagrants, va pas forcément aller atteindre des objectifs de fou, alors que sur du distanciel, si tu rajoutes du distanciel à ça, tu peux concrètement l'aider beaucoup plus concrètement et de façon beaucoup plus long terme, en fait. Et c'est ça qu'on va venir rechercher. En tout cas, moi, je pense que c'est ça le but d'un coaching, c'est que ce soit le plus long terme possible pour aider la personne à atteindre tous ses objectifs et pas seulement lui indiquer comment utiliser une machine, en fait. Et donc, c'est ça que moi, globalement, je vois du coaching, mais le présentiel, il ne faut pas que ça se perde. Il ne faut pas du tout que ça se perde. Je pense que c'est un très bon complément.
Mais et voilà. Et en plus, ça dépend à qui tu t'adresses. Tu vois, si tu t'adresses à des débutants, forcément, au début, il va falloir que tu le vois. Il va falloir que tu fasses des séances avec lui pour lui expliquer les choses, etc. C'est normal. Mais tu peux ajouter une part de distanciel pour justement faire évoluer la personne de mieux en mieux et surtout le rendre autonome en fait dans sa pratique. Parce que tu ne seras pas toujours là derrière lui et lui, il n'aura pas forcément le budget de payer toutes ces séances avec toi. Donc forcément, à un moment, tu seras limité. Ok. Bon, il y a aussi cet aspect aussi purement financier, c'est que forcément, dans le coaching en présentiel, bah, tu as tous les frais annexes, on va dire, hormis le coaching en lui-même pour le coach. Hein, je veux dire, il y a la location de la salle, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais non, tout ce qui est coach Basic Fit, Fitness Park, etc., bah, les coachs payent une redevance directement à la salle. Ils louent la salle, hein, concrètement. Je crois que c'est entre 500 et 1000 euros par mois, je crois, pour louer la Ça salle. chiffre rapidement, ouais. En plus, Voilà, c'est rarement indexé au nombre d'heures que tu fais, quoi. exactement. C'est un truc fixe, donc. Il y a ça, il y a des placements, il y a aussi le fait que bah, si un coach passe 1 heure avec toi, au final, en fait, il a des fois passé 2 heures en tout, rien que le fait de venir à la salle, se déplacer, préparer un peu ce qu'il va faire, etc. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve que le coaching en présentiel n'est pas forcément des plus intéressants. En tout cas, moi, c'est jamais quelque chose qui m'a réellement attiré. Encore une fois, et tu as raison, pour les débutants, je trouve que pour des profils, on va dire, qui ne sont pas ultra investis, ou en tout cas qui sont vraiment en mode loisir de temps en temps, etc. Ça peut être intéressant, le coaching présentiel, parce qu'il y a beaucoup plus j'allais dire beaucoup plus d'humains, oui et non, mais je veux dire, il y a vraiment ce contact physique. Enfin, ce contact physique, vous m'avez compris. Mais potentiellement, ouais, on peut démarrer peut-être directement un peu plus rapidement et zapper des questionnements qui peuvent être répondus, pardon. Mais même, au final, c'est Voilà. win-win, même pas que pour le coach, parce que pour l'athlète, Ouais, même financièrement, c'est plus intéressant, parce que exactement. tu regardes le temps que tu passes pour un athlète sur le mois, c'est facile, allez, peut-être 5, ça dépend, mais ouais, on va dire 5 à Ouais, 10 heures, tu vois. ouais, ouais. Au final, si le mec devait payer 5 à 10 heures de séance par mois, ça lui reviendrait beaucoup plus cher. Et c'est le Tu vois, problème, c'est que on retrouve aussi des coachs qui se sous-payent aussi, je trouve, en salle de sport, parce que on se dit ouais, mais attends, je paye 50 ou 100 euros ma séance, mais enfin 50 ou 100 euros la séance, est-ce que le coach a 25 personnes dans la journée en fait à coacher? Je pense pas. Généralement, c'est 1, 2, voire 3 personnes maximum. Faut savoir se déplacer. Encore une fois, il y a tous les frais annexes, il y a l'URSSAF hein, pour les coachs, les impôts, etc. Donc, au final, sur tes 50, 70 euros qu'il y a, peut-être que le coach en récupère même pas la moitié. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Bah, on donne l'exemple de 5 à 10 heures. Si tu fais 5 heures de coaching à 100 euros dans ton mois, tu en as déjà pour 500 euros. Un coach en ligne, je veux dire, tu es en moyenne entre 150 et 300 euros par mois, on va dire, dans la ouais, moyenne encore, c'est la fourchette française. haute, hein. Voilà. Donc, enfin, c'est la fourchette haute, on va dire, en FA. Tu regardes des coachs influenceurs body, on est bien plus haut que ça. Ouais. J'ai déjà vu des coachings 6 mois à plus de 5 10 000 euros, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je veux dire, c'est un autre monde. C'est Ça dépend l'influence. ça dépend comment tu le vends, quoi. Exactement. Ça dépend si tu as fait OMR ou pas, quoi. Ça Voilà, dépend si c'est pas OMR. et après, le prix ne justifie pas toujours la qualité du service aussi. Hein. Il faut aussi le comprendre. Mais du coup, pour toi, quelles sont les erreurs que tu retrouves le plus souvent chez les coachs qui veulent se lancer en ligne? Qu'est-ce que tu retrouves vraiment comme erreur le plus souvent dans leur, pas forcément dans leur accompagnement directement, mais dans la manière dont ils vendent un peu leur service, ou peut-être dans leur accompagnement aussi que tu penses qu'il pourrait être amélioré, quoi. Ok. Alors déjà, c'est avant, petit disclaimer, c'est normal de faire toutes les erreurs que je vais pouvoir lister. Enfin, c'est normal dans le sens où c'est pas ton métier de base en fait. En fait, de base, tu veux être coach, tu veux aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie. C'est pas ton métier de faire du setting, du closing, tous ces mots compliqués, du marketing, tout ce qui finit en ing. Mais c'est pas ton métier en fait de base. Donc c'est normal de faire des erreurs.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes comme moi qui décident de former ces coachs-là, ces personnes-là qui ne viennent pas, qui ne sont pas issues de ce métier-là, à justement performer dans ces aspects-là qui sont quand même importants, parce que quand tu es indépendant, entrepreneur, il y a ton cœur de métier qui est la delivery, ce que tu vas délivrer à tes clients, là, le coaching, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Tu dois te débrouiller pour trouver des clients, tu dois te débrouiller pour les fidéliser, tu dois te débrouiller pour communiquer, tu dois te débrouiller pour te démarquer sur Internet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, donc c'est super important. Et Dieu sait que notre réel corps de métier n'est pas la moitié du travail qu'on doit réellement fournir pour Clairement. C'est pour ça, et je rebondis là-dessus aussi, la première erreur, je pense que la plupart des coachs font en se disant je vais me lancer en indépendant dans le coaching sportif, très bien, ils pensent que 99% de leur temps, ils vont le passer à coacher. Vous allez pouvoir en témoigner, je pense pas ça complètement en tout cas. J'ai mon diplôme, donc automatiquement, je vais avoir 50 athlètes qui vont arriver directement de chez moi, quoi. C'est ça. Et puis l'erreur aussi, alors c'est plus une erreur psychologique, une croyance limitante. On se dit, plus je vais avoir de diplômes, plus je vais me démarquer, donc plus les personnes vont me choisir, plus je vais avoir de connaissances, plus du coup je vais pouvoir me démarquer. C'est totalement faux. Et un coach qui peut avoir énormément de connaissances, même énormément d'expérience en pratique, par exemple en salle. J'ai des coachs qui ont fait 15 ans en salle. Pour autant, sur du online, ils n'arrivent pas à avoir de clients. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout le même métier, en fait. Inversement, on prend des coachs influenceurs qui valent pas une bille et pourtant vendent des coachings à 10 000 € par mois. J'exagère le trait, mais forcément, ils ont une audience qui est plus importante aussi. C'est ça. Et en fait, tout part sur les réseaux, tout part de l'audience et de l'autorité que tu vas avoir. Et malheureusement, plus tu arrives à donner confiance à la personne que tu as en face, plus tu vas pouvoir lui vendre quelque chose et n'importe quoi, et surtout cher. Donc c'est pour ça que les influenceurs, ils arrivent à vendre des trucs que des coachs en présentiel n'arrivent pas à vendre. C'est parce que eux, ils ont cette expérience et ces connaissances sur les réseaux que eux n'ont pas. Et donc, simplement grâce au marketing et à la communication qu'ils arrivent à faire et à la confiance du coup qui augmente par rapport à leur audience, derrière ils arrivent à vendre n'importe quoi. Et c'est ça en fait la grosse différence. Donc quand on se lance en ligne, la plupart des coachs font cette erreur, c'est de se dire je vais avoir des clients parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai ci, j'ai ça. Non, le coaching en ligne, si tu veux te lancer en ligne, il va falloir communiquer en ligne. Parce que là, tu n'es plus en concurrence avec la salle à côté de chez toi, dans ton petit bled, tu es en concurrence avec toute la France, toute la francophonie. Donc, peut-être même plus. Donc, c'est hyper important de savoir se différencier dans un marché qui est 10 fois plus, 1000 fois plus gros, tu vois. C'est logique. Donc, et c'est pas du tout la même différenciation. J'ai l'impression aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Bon, nickel. Voilà, Alzheimer. Merci pour cette intervention. Si ça me revient. Ouais. Du coup, pour toi, c'est la plus grosse erreur, du coup, c'est de pas réaliser en fait le métier qu'ils vont devoir apprendre en fait. C'est ça. En de fait, rester bloqué dans. De transposer en gros ce qu'ils faisaient en présentiel en pensant qu'ils vont juste avoir à faire la même chose en ligne. Ça alors ne fonctionne pas de la même façon, ça n'a rien à voir. Mais sauf que c'est deux métiers totalement différents. Et ce que j'allais dire, du coup, j'ai retrouvé ma phrase. J'allais dire, j'ai l'impression aussi que ce qui manque, c'est que beaucoup qui se lancent un peu, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat du fait de vouloir devenir coach en ligne, etc., enfin, d'être indépendant aussi, c'est que ce soit coach ou n'importe quoi, c'est qu'ils ne tryhardent pas suffisamment longtemps, en fait, pour que ça fonctionne. Et moi, je suis remarqué parce que nous, Kiritsu, Amen, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Ça a pris du temps. Kiritsu, ça fait maintenant 3 ans que ça existe. C'est rare de voir des coachs qui vraiment persistent aussi longtemps à essayer de faire marcher quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, que ce soit dans des études qui sont faites, de ce genre de choses, où en fait, la plupart des gens qui deviennent coach, derrière, en fait, au bout de 3 mois, ils ont déjà changé de métier parce que ils pensaient en fait que, entre guillemets, les clients leur étaient dus et que du coup, ils allaient arriver sans faire d'efforts, ou même que en fait, à partir du moment où tu montres quelque chose, tout le monde va venir participer en fait, ou va payer pour toi si derrière tu montres pas en fait concrètement ce que tu vends, quoi. Ouais, c'est un travail de longue haleine en gros.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai énormément aussi de coachs en formation, donc qui ne sont pas encore coachs, qui veulent se lancer directement sur du online et qui me disent bah, moi, je termine mon diplôme dans 2 mois. Et je lui dis, t'as mis quoi en place déjà? Ah bah rien, je vais attendre les 2 mois. En fait, pendant ces 2 mois, je te conseille vraiment et même c'est une obligation si tu veux t'en sortir après ces 2 mois de formation qui te restent. Si tu mets rien en place aujourd'hui, ça va être très compliqué. Tu vas pas avoir tes premiers clients le J+1 de Tu ton vas pas diplôme. vivre. Ah non, tu vas pas en vivre. Ah bon. Et là, c'est la désillusion parce que en fait, tu t'attends en fait, à être comme en présentiel dans une salle. Tu as des clients presque en automatique, mais là, c'est pas du tout le même game. Et là, c'est à toi de te faire ta clientèle et c'est à toi de te faire justement de faire monter cette confiance pour te faire ta clientèle derrière. Donc, il y a des systèmes à connaître, il y a des méthodes à connaître, il y a tout un monde en fait autour du coaching à connaître quand tu veux te lancer en ligne. Et ça prend pas en un claquement de doigts comme ça. Donc, moi, ce que je conseille à cette personne, par exemple, qui a son diplôme dans 2 mois, c'est déjà commence à tester des choses, commence à créer du contenu, commence à essayer de construire une audience. Et déjà, tu auras une petite base pour potentiellement avoir tes premiers clients. Mais c'est déjà, c'est pas assez, mais c'est déjà un bon début, si tu veux. Mais c'est complètement désillusionnel de se dire que je vais sortir de mon diplôme et je vais avoir des clients directement. Ça, c'est pas la réalité. Et c'est le problème aussi, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que devenir coach, c'est facile. Mais je dirais que, en fait, être coach en ligne, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, que d'être coach en présentiel, de par réellement cet aspect de, en fait, t'es pas dans une salle à attendre que les clients viennent. T'es pas juste vendeur. Tu dois devenir commercial, apprendre à vendre ton produit, apprendre à aller chercher le client, entre guillemets, le ramener chez toi. En fait, t'as pas de clients qui vont directement te voir quand tu vas rentrer dans la salle, en fait. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, il y en a qui ont de la chance et qui vont tomber sur le client qui tombe au bon moment, qui va prendre un coaching, qui va être plus ou moins connu ou quoi que ce soit et qui va en parler à tout le monde et bouche à oreille va très bien marcher. Mais en fait, c'est une part extrêmement fine de la population, enfin, du nombre de coachs qui va avoir la chance d'avoir ça, en fait. Et derrière, en fait, il faut juste bosser. Et c'est pareil. Il y en a beaucoup qui vont se rendre compte que je sors de mon BPGEPS ou de mon STAPS ou je ne sais quoi, je veux faire coach, j'ai pas de revenus, comment je fais? Ah je peux pas coacher parce que ça, ok, j'arrête. Non, en fait, je sais pas, fais les deux en même temps. Je veux dire, la vie, c'est pas facile. Prends un travail, fais à côté, développe ton activité de coach. Est-ce que tu as réellement envie de devenir coach ou est-ce que tu es. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément, je suis carrément d'accord. Après, je pense que c'est aussi vachement fantasmé Coach, c'est pas facile, hein, je veux dire. le métier de coach en ligne. Je pense que aussi, s'il y a une part qui arrête, c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que juste. C'est même pas coach en ligne, en fait, je dirais être indépendant tout court, en fait. Ouais, Vouloir monter un business, que ce soit de coach, que ce soit de n'importe quoi, vouloir quitter tout ce que tu fais actuellement pour lancer ton business en n'étant même pas sûr que ça fonctionne, c'est la pire des choses à faire. En fait, sois normal, garde une sécurité derrière, commence à monter ta structure ou ce que tu as envie de faire, et derrière, en fait, garde-le jusqu'à ce que tu puisses en vivre pendant un petit moment pour voir un peu comment ça fonctionne, les variations de revenus que tu as. Et une fois que tu vois que c'est stable et que c'est en pente ascendante, ok, à ce moment-là, tu peux enlever ta sécurité et enlever ce filet. Certes, ça va faire peur, mais c'est la vie. Mais si tu commences directement sans revenu ni rien, en fait, quel est ton parachute, en fait? Quelle est ta sécurité? Forcément, tu vas abandonner beaucoup plus vite parce que tu vas vivre sur le chômage. Voilà, tu vas flipper. Et comment tu veux développer ton activité si derrière, tu n'as pas non plus de moyens financiers? Il y a besoin aussi de moyens financiers derrière, pas forcément des moyens financiers astronomiques, mais je veux dire, pour faire potentiellement, par exemple, comme nous on fait, de l'accompagnement en compétition, dans toute la France, il faut payer les déplacements, les logiciels, les formations que tu vas prendre, etc., etc., etc. Quand tu dois avancer des frais, par exemple, tu veux faire une commande de textile, il faut avancer ces frais-là pour faire derrière ta pub. Tu vas faire des t-shirts pour que tes clients aient des t-shirts de ta marque. Ça, il faut l'avancer avant. Donc, il faut avoir des moyens financiers. Donc, encore une fois, ça, je pense que c'est une des erreurs aussi que font des coachs qui se lancent, c'est qu'ils abandonnent tout pour se lancer directement dans leur truc. Fais-toi un filet de sécurité. Enfin, c'est mon avis sur la chose, en tout cas. Moi, je pense pas que ce soit une grosse erreur. Ça peut être une erreur quand on est vraiment pas au courant, justement, de tout ce qui nous attend.
Ouais. Si tu es au courant, si tu es prêt à t'investir de ta personne, de ton temps, de tes moyens financiers et que tu sais ce que ça représente, même si tu le sais jamais vraiment avant de commencer, évidemment, mais si tu sais à peu près ce que ça représente, c'est pas forcément une grosse erreur parce que dans tous les cas, si tu as la déterre et que c'est... Enfin, en fait, tout dépend de pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi tu veux faire ça. Si tu veux faire ça parce qu'on t'a dit que c'était là où ça gagnait le plus et que les influenceurs, ils arrivaient à vendre pour 10 000 euros de programme tous les mois, bah, arrête tout de suite, en fait. Arrête tout de suite. Et là, c'est une grosse erreur de tout quitter pour faire ça. Parce que tu ne deviens pas influenceur du jour au lendemain et tu ne vas pas faire 10 000 euros de bénéfices sur des programmes à la con du jour au lendemain. Par contre, si tu es prêt à prendre des risques, parce que justement, le coaching, c'est un métier de passion qui te passionne depuis le début. Le sport, c'est quelque chose qui t'a sauvé la vie, qui t'a aidé, et maintenant, tu as envie d'aider des personnes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, une des premières questions que je pose à quelqu'un qui veut rejoindre OMR, c'est pourquoi tu as décidé de devenir coach. Si moi, c'est pas une réponse qui me... L'oseille. Non, mais voilà, si c'est je veux vendre des programmes parce que j'ai vu que ça gagnait bien, j'ai déjà eu ce genre de réponse. Bah, on travaille pas ensemble en fait. Parce que moi, je suis pas là pour t'aider à construire un business d'arnaque. Je suis là pour t'aider à accompagner des gens vers leurs objectifs. Moi, je suis sur un business éthique. Si toi, t'es pas sur un business éthique, on ne travaillera pas ensemble. Et dans tous les cas, pourquoi on ne travaillera pas ensemble? Parce qu'il y aura pas de résultat, parce que tu n'auras pas la mentale pour aller aussi loin que je le veux avec moi. Donc, c'est vraiment la base, en fait, de se demander pourquoi tu veux faire ça, en fait. Et après, je pense que c'est pas une grosse erreur de tout plaquer pour faire ce que tu as envie de faire. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de ça, de se mettre Oui. dos. Dans l'urgence aussi. C'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre dos au mur et d'être dans le risque, justement, pour avancer et d'être sous la pression. Et donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir ce qui t'attend. Mais il Et faut quand même derrière avoir, je veux dire, un minimum de, oui, un filet de sécurité. un filet. Je veux dire, si tu veux te lancer, mais que tu n'as pas une peanut dans ton portefeuille, comment tu vas payer ton appartement, comment tu vas payer ta nourriture, ton abonnement à la salle, ton truc. C'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose de commencer par le présentiel. Tu vois, il y a des salles qui proposent aussi un package qui t'amène des clients, tu vois, qui te fournit des premiers clients en fait, et tu les payes en pourcentage de ton chiffre d'affaires. Ça existe. Et c'est une bonne manière, je pense, de commencer, d'avoir un filet de sécurité comme tu dis, et puis ça te laisse du temps quand même à côté pour développer ton coaching online. Et quand tu sens que c'est le bon moment, si tu veux passer sur du 100%, bah, tu passes sur du 100% petit à petit. C'est totalement possible aussi. Mais il faut savoir à quoi t'attendre dans tous les cas. Moi, j'avais une petite question, genre c'est un peu c'est un peu rien à voir, mais tu sais, quand on faisait l'accompagnement, tu nous demandais un petit peu pourquoi on faisait ça, tout ça, et qu'est-ce qui nous plaisait dans le coaching. Et moi, je dis souvent que ce que j'aime bien, tu vois, c'est un peu l'aspect développement personnel de ce sport. Tu vois, l'AFA, c'est un peu un sport je trouve, de développement personnel parce que ça te force à faire tourner un peu ta vie autour et, enfin, pas forcément sain de faire tourner sa vie autour du sport, mais ça te force à avoir une vie plus saine, on va dire, si tu veux performer et ça peut se retranscrire dans d'autres activités. Toi, est-ce que justement l'AFA, c'est un truc sur lequel tu as pu t'appuyer pour développer une activité entrepreneuriale? Est-ce que l'AFA m'a aidé, tu veux dire? Ouais, est-ce que ça t'a apporté des choses qui t'ont servi dans le monde du travail derrière? Bah, carrément, au niveau du mindset surtout, c'est peut-être ça dont tu veux parler. Ouais, voilà, ouais. Ouais, Ouais. bah, carrément, parce que même, je dirais, dans tous les sports que j'ai pratiqués, parce que la FA, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai pratiqué pendant des années d'autres sports, dont un pendant 10 ans en compétition. Et chaque sport que j'ai pratiqué m'a appris énormément sur moi. Chaque sport est différent, mais ça t'apprend quand même à chaque fois la résilience, la patience, le fait de vraiment avoir le mental, parce que en plus, la FA, c'est un sport qui est assez nouveau. C'est facile d'arriver au haut niveau, alors que dans tous les autres sports que j'ai pu faire, pendant 10 ans, tu trimes, tu grindes et tu essayes d'arriver au plus haut niveau. Tu vois que c'est inaccessible si toute ta famille n'est pas dedans. Effectivement, ouais, le sport en général, en fait, je ne parlerai même pas de la FA en particulier, mais le sport en général, ça t'apprend énormément sur ça. Et donc, ça se retranscrit dans le business.
dans l'aspect mental et dans l'aspect pourquoi je fais ça en fait et se rappeler en fait de oui, dans le sport par exemple, j'ai trimé pendant 10 ans dans un sport, je savais que le haut niveau était inaccessible, mais pourtant j'ai continué d'y croire et c'est ça en fait qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et la FA, oui, effectivement, c'est pareil, surtout que la FA, c'est un sport où si t'es pas résilient, tu fais la même chose tous les jours, hein, donc ça peut vite être redondant, ça peut vite te dégoûter un petit peu, surtout dans les moments de down où tu stagnes un petit peu, ça peut vite te dégoûter, mais en fait c'est exactement comme le business. Dans le business, tu vas avoir des moments de down quand tu es indépendant, tu vas avoir des périodes qui seront plus difficiles, et c'est exactement comme la FA. En fait, si c'est là que tu craques, en fait c'est que tu n'as pas le mental suffisant pour développer cette activité, et c'est pareil dans le sport, c'est que tu n'as pas le mental suffisant pour aller au haut niveau. Et tu peux vraiment faire un parallèle entre les deux. Donc, très pertinent ta question. Et par rapport justement à ces moments de down dont tu parles, toi, en règle générale, tu t'accompagnes principalement des gens qui sont seuls, enfin qui montent un business seul. Parce que je crois que justement, au moment où tu nous as suivis, c'était la première fois que tu accompagnais un peu deux coachs qui sont associés, quoi. Est-ce que, avec un peu le recul que tu as, tu conseillerais aux gens de s'associer pour pouvoir monter quelque chose, justement pour peut-être plus facilement surpasser ces moments un peu compliqués? Alors, je suis pas la meilleure personne pour répondre parce que j'ai pas cette expérience. Je me suis jamais associée. J'ai toujours fait tout toute seule. Mais je pense que c'est une très bonne chose quand tu trouves la bonne personne. Je pense, et vous allez me le confirmer peut-être, hein, j'imagine. Mais Let's go. quand tu trouves la bonne personne, en fait, c'est quand tu es aligné, quand vous avez les mêmes valeurs, quand vous avez la même mission en tête, vous êtes missionné pour la même chose, en fait, vous allez beaucoup plus vite, vous allez beaucoup plus loin ensemble. Donc, c'est logique. Mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est trouver la bonne personne. Ouais. Et, Ouais. mais dans le coaching, ce qui peut être intéressant, c'est quand deux personnes sont complémentaires. Alors, on peut parler de deux coachs comme vous, par exemple, mais on peut aussi parler d'un coach et un kiné, par exemple. Tu vois, j'ai cet exemple-là. J'ai aussi des coachs qui veulent s'associer avec des kinés, avec des médecins, avec des ostéos, pour offrir à leurs clients justement quelque chose de beaucoup plus complet. Et ça, j'invite vraiment à le faire et j'encourage parce que c'est... Après, voilà, il faut trouver la bonne personne. Mais si ça fonctionne, si la C'est collaboration plus fonctionne... compliqué, je dirais, trouver la bonne personne. Je veux dire, moi j'ai eu de la chance, mais du coup on en a discuté pas mal avec d'autres coachs. En fait, des fois qui stagnent un peu dans leur évolution, enfin stagnent pas réellement, mais je veux dire qui essayeraient d'évoluer un petit peu plus pour développer leur business via une association avec potentiellement quelqu'un d'autre, et qui en fait ils trouvent pas des gens qui ont les mêmes valeurs qu'eux, pas des gens qui ont la même façon de travailler qu'eux, parce que généralement c'est ça qui bloque, c'est la façon de travailler et on va dire l'éthique de travail qui Ouais, bloque. plutôt ça. Ouais. Ouais, l'éthique Les de gens travail ont qui envie de bloque. travailler plutôt. Le fait de tomber sur des branleurs, en fait, hein, concrètement. Et du coup, voilà, parce que l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux de certains coachs, je ne vise personne, bien sûr, c'est pas souvent En privé. en privé ce qui en ressort réellement, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué. Et de toute façon, une association, hein, que ce soit dans le coaching ou dans toutes sortes de business, toutes sortes de partenariats, c'est très compliqué. Il faut être aligné sur pas mal de choses. Et même si vous êtes totalement aligné, il y aura forcément des différends, il y aura forcément des choses sur lesquelles vous ne tomberez pas d'accord. Et c'est normal, tu vois, c'est aussi, on est humain, donc c'est logique d'avoir des désaccords. Il faut faire des concessions. Mais moi, encore une fois, je ne suis pas la meilleure personne pour parler. Mais j'ai consommé énormément de contenu là-dessus et de retours d'expérience d'entrepreneurs qui se sont associés justement, qui ont eu des bonnes ou des mauvaises expériences. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir. Mais voilà, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne et je ne recherche pas forcément d'ailleurs. Mais je n'ai pas encore d'ailleurs de projet très fixe là-dessus. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'encourage à faire. Parce que quand tu trouves cette personne, c'est génial. Vous avancez beaucoup plus vite, vous allez beaucoup plus loin. Et vous êtes complémentaires. Enfin, il n'y a que des avantages quand tu trouves la bonne personne. Bébou. Ouais, ok, super question. Donc, pas de Changement de question sujet. maintenant. Hein, non, c'est Ok. bon.
moi, du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu du fait de démarrer, d'un coach qui démarre, qui n'a pas forcément de connaissances sur les réseaux, un peu des influenceurs, etc. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à développer entre le personal branding et le professional branding? Si tu peux d'ailleurs expliquer un petit peu ces termes, parce que du coup, un influenceur généralement est vachement axé sur le personal branding et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne, je dirais surtout sur le court terme. Et du coup, moi, c'est l'avis que j'ai dessus et que j'ai remarqué, c'est que le professional branding, du coup, est un peu plus long terme et on va dire, C'est ce pourquoi tu es reconnu au bout d'un voilà, moment. c'est ça. Ouais. Ok. Alors déjà, pour expliquer les deux termes, alors personal branding, c'est un vrai terme marketing qui est ultra important à connaître d'ailleurs. C'est vrai que du coup, j'ai fait cette distinction entre le personal branding et le professional branding. Le professional branding, c'est pas un terme à part entière, c'est moi qui l'ai inventé. Ouais, je n'existe pas. Oui, Mensonge. N'allez pas chez OMR. Non, alors, justement, j'accompagne les coachs qui vraiment partent de zéro. Donc, moi, mon but aussi, c'est aussi de vulgariser les choses et de rendre ça le plus facile possible à apprendre. Donc, le but, c'est pas que vous ayez tous les mots du dico marketing avec les termes exacts. Moi, le but, c'est que vous compreniez ce que vous faites. Donc, pour ça, je vulgarise certains mots. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça professional branding. D'ailleurs, c'est peut-être un mot utilisé par d'autres personnes, j'en sais rien. Mais c'est pas c'est pas le sujet, on va dire. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quelle est la différence en fait? Le branding, déjà, en règle générale, c'est la marque. Donc, c'est la marque. C'est comme quand on dit, par exemple, Nike, c'est une marque. Tu connais Nike, par exemple, grâce à leur logo, comment ça s'appelle? Le swoosh. Ouais, le souche. Ouais. Grâce à leur couleur, grâce à leur textile. Alors, voilà, pourquoi tu connais une marque en fait. Et il y a des marques qui vendent des produits, il y a des marques qui vendent des services, et il y a des entrepreneurs, des indépendants qui vendent des services. Donc là, on est dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le personal branding qui va primer parce qu'on parle d'un humain en fait. Un coach qui se lance, qui veut vendre du coaching, donc qui veut vendre un service de coaching. Pourquoi on va le choisir? On va le choisir pour lui, pas pour son logo, ses couleurs, potentiellement pour sa programmation, mais quand on n'y connaît rien, on va le choisir potentiellement pour ce qu'il dit, ce qu'il raconte sur les réseaux, etc. Pour sa personnalité, en fait. Et c'est ça, le personal branding. Le personal branding, c'est ta marque personnelle. Donc, en fait, c'est comment est-ce que tu vas t'exprimer, comment est-ce que tu vas être perçu de ton audience, comment est-ce que tu vas faire ressentir des émotions à ton audience? Est-ce qu'on va être aligné avec tes valeurs? Et tout ça, ça forme ton personal branding. Le professional branding, ce que j'appelle en tout cas ça, c'est plus justement ton logo, tes couleurs, tout ce qui va être un peu annexe, qui va former ta marque, la forme de ta marque, mais qui n'a rien à voir avec toi. En fait, si par exemple tu veux vendre ton business après, tu pourras le vendre avec ton logo, etc. Mais ce sera plus toi la tête du business. Mais quand tu te lances en indépendant, le plus important, c'est le personal branding. C'est toi, c'est ta tête. C'est toi qu'on veut voir. Okay. Parce que je me fais coacher par toi. Moi, ce que je voulais vraiment dire, parce que je me suis mal exprimé, c'était surtout entre, par exemple, imagine deux coachs et il y a vraiment cette image de la structure où le coach n'est pas connu, c'est juste des informations, je veux dire, enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, c'est que j'avais pas forcément envie qu'on associe mon image à mon coaching, justement pour pas associer mes performances, ma personnalité, etc., justement avec cette image-là. Et j'ai commencé comme ça pendant bien 1 an, quasi 2 ans. Ça a très bien fonctionné. Et après, j'ai commencé à me montrer, etc., justement pour développer un petit peu plus la chose. Ça ouvre aussi un peu plus de portes. Et du coup, qu'est-ce qui fonctionnerait le plus pour toi entre justement quelqu'un qui se montre dès le début, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais, justement, en fait, quand tu veux faire du coaching, alors aujourd'hui, que ce soit en ligne ou en présentiel, je ne vais pas parler de l'un ou de l'autre, parce que dans tous les cas, même quand tu es en présentiel, c'est très intéressant d'avoir une personal branding, une personal brand. Donc, je vais converger un peu les deux. Et quand tu veux proposer tes services en tant qu'indépendant,
c'est hyper important de te mettre en avant toi, ta personne. Donc, si par exemple, on va parler très concrètement, si tu fais un compte Instagram avec ton logo et tu mets même pas ton prénom et tu mets juste des carousels avec des couleurs en expliquant deux, trois trucs, on va pas s'attacher à toi en fait. On va pas comprendre qui tu es. On va juste avoir des conseils très terre à terre. Ok, c'est cool, mais j'ai pas envie que tu sois mon coach. Je te connais pas, je t'ai jamais vu ta tête. Moi, j'ai envie de savoir à qui j'ai affaire. Donc, c'est totalement 100% plus pertinent de faire du personal branding et de se lancer directement en se montrant, en montrant qui on est. Et si tu veux faire du coaching full online, tu seras obligé à un moment donné de passer par je monte ma tête et j'exprime vraiment qui je suis et ma personnalité. Parce que c'est pour ça que les gens vont te choisir. Donc, c'est super important. Et le professional branding, ce que j'appelle ça comme ça, c'est secondaire et c'est même pas du tout obligatoire. Et c'est d'ailleurs, dans l'accompagnement, je vous l'avais dit, c'est pas quelque chose sur lequel se focus maintenant. Là, le but, c'est d'augmenter la confiance et d'augmenter justement cette personal brand que vous avez déjà. Et donc, c'est 1000 fois plus important et pertinent de le faire, même dès le début. Je pense de toute façon, ça peut plus trop se faire. Parce que là, À l'époque, il n'y avait pas dans la beaucoup de petite niche de la FA, justement, il y en a plein qui ont commencé par ça, juste partager un peu du contenu leur perf, en fait. infographique et ensuite se montrer, tu vois. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, Normal, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais aujourd'hui, tu pourras pas tu pourras pas prendre une part de marché en postant des carousels, des infographies. Ouais, ça, c'est qu'à Et là, à l'époque, il y avait juste tellement personne que en fait, tu te démarquais juste de par le fait que tu existes, même si on te rattachait pas à quelqu'un, quoi. c'est Là, exactement ça. aujourd'hui, Exactement. c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Mm. Mm. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, tu as répondu à la question. T'as une question par rapport à ce sujet, Nathan? Non, pas du tout, non, mais je pense que même au final, même si toi, tu as réussi à avoir des athlètes avant en faisant ça, en vrai, J'ai eu des rendez-vous avec des mecs qui ne savaient même pas à quoi je ressemblais. ouais, au final, la structure marche beaucoup mieux depuis que justement on met en avant aussi qui on est, les différences entre toi et moi qu'il peut y avoir, tu vois, je pense que ça se retranscrit pas mal, notamment dans les podcasts, tu vois, on voit un peu plus sur ce genre de format comment pense l'un ou l'autre, tu vois, parce que même si on se rejoint sur plein de choses, rien qu'en termes de personnalité, on n'est pas forcément les mêmes. Et je pense que ça participe aussi du fait que l'activité marche mieux maintenant qu'avant, quoi. Bah, carrément, c'est même sûr. Donc, voilà. Ok. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui fait, selon toi, que un coach réussit mieux qu'un autre? Est-ce que c'est mathématique? Est-ce qu'il a question pris à un 1 coaching million. OMR ou pas? La question à 1 million. Alors, c'est très compliqué comme question parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà, un coach full présentiel, il peut très bien se débrouiller et kiffer sa vie. En fait, tout dépend de c'est quoi réussir, c'est quoi ta notion de réussir, tu vois aussi. Ouais. Il y a des coachs qui sont très très En bien. vivre confortablement, on va dire. On Ouais, va mais dire, tu vois, en vivre confortablement, moi j'ai des coachs qui me disent bah moi je suis bien à 3 000 € par mois, voilà, avant impôt, et derrière je vis bien et je kiffe faire mes petites séances en présentiel avec mes coachés que j'ai depuis longtemps, qui font 1 à 2 séances par mois. Ok, bah super, tu vois, si t'es bien comme ça, c'est génial et t'as réussi ta vie. Tant que t'es bien avec toi-même et que tu veux pas plus et t'as pas besoin de plus, bah tant mieux. Par Après, il y en a, contre, ils vont me dire, je suis bien qu'à partir de 15 000 euros, quoi. Donc, c'est ça. je Et comprends. la différence, elle est énorme. Le gap, il est énorme et on va pas activer les mêmes leviers, tu vois, pour ces objectifs qui sont complètement différents. Et c'est aussi une des premières questions que je pose. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi pour toi vivre confortablement? Tu vois, moi, je veux des chiffres parce que c'est pas du tout la même chose, ces deux côtés-là. Donc, c'est déjà, voilà, partir du c'est quoi pour toi réussir et derrière, pourquoi un coach réussit plus qu'un autre, bah, du coup, c'est assez compliqué si on n'a pas les mêmes objectifs déjà de répondre. Mais bah, déjà, il y en a un qui est aligné avec ce qu'il fait.
déjà. Je pense que c'est hyper important d'être aligné avec ce que tu proposes pour derrière bien communiquer dessus et donner envie, en fait, tout simplement, et faire augmenter la confiance. Si t'es pas aligné avec ce que tu fais, ça va se ressentir. Et voilà, si t'es là juste pour faire du cash, à un moment, ça va se ressentir. Je prenais l'exemple, je sais plus où je parlais de ça, mais les influenceurs qui vendent des programmes tout faits, voilà, où la personne a forcément du résultat au début parce qu'elle commence, mais derrière, il n'y a plus de résultat. La personne, elle va acheter une fois chez lui, mais elle va plus racheter derrière parce qu'il y aura plus de confiance. Donc, tu vois, on pourrait se dire, les influenceurs qui vendent des programmes et ils réussissent de ouf, bah, pas tant que ça au final, parce que derrière, ils fidélisent pas, et ils n'arrivent pas à fidéliser, et après, ils s'en mordent les doigts. Ils ont juste une clientèle potentielle énorme, et du coup, C'est ça. c'est un mec qui a une audience de 10 millions d'abonnés, il vend quelque chose à 10 euros, il suffit qu'il y ait 1% qui soit touché. En fait, il a vendu 10 000 produits à 10 euros, il a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires comme ça en une journée, quoi. C'est exactement ça. Et derrière, comme c'est une audience qui est représentée un peu plus comme des fans, entre guillemets, bah, forcément, c'est des personnes qui vont racheter, qui vont se refaire avoir, et c'est comme ça qu'ils font leur bif, entre guillemets. Mais moi, ce que je fais, en tout cas, je vais pas t'apprendre à devenir influenceur, c'est pas ça le but. Encore une fois, le but, c'est de développer quelque chose qui reflète ta personnalité, qui est aligné avec toi, et surtout où tu te plais dans ce que tu fais. C'est ça le plus important. Et un coach qui réussit, c'est un coach qui arrive à régler des vraies problématiques et qui arrive à accompagner des personnes de A à Z sur ces problématiques, de les faire passer de l'autre côté du pont, si tu te rappelles, Nathan. Et en fait, c'est ça pour moi la définition de la réussite. Et il y a beaucoup de coachs qui juste essayent de faire des choses, mais ils sont pas pleinement satisfaits de ce qu'ils font parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne, mais au final, ils savent pas trop. Mais non, en fait, il suffit juste ça a l'air facile comme ça, mais il suffit juste de répondre à une problématique assez grosse, que toi, tu puisses y répondre et derrière, d'emmener la personne de l'autre côté et à sa situation rêvée. En fait, limite se dire, OK, qu'est-ce que moi je rechercherais chez un coach? Et en fait, s'aligner là-dessus, tu vois. Je dirais, encore une fois, tout dépend de ce que tu recherches, toi, chez un coach, tu vois, mais je veux dire que, est-ce que toi, tu t'achèterais ton propre service si on te le proposait? C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de coachs à la fin de l'accompagnement qui me disent, je leur dis, mais du coup, tu es satisfait de ce que tu fais? Ah, mais là, j'ai envie d'être mon propre coach, là. Ah, c'est trop bien, du coup, c'est pile poil ce qu'on veut, parce que du coup, ça veut dire que tu es aligné avec ce que tu fais et tu as répondu à toutes les problématiques du coaching en général, en tout cas que toi, tu voyais. Donc, c'est ça pour moi réussir. Après, tout dépend. On va pas parler de chiffre d'affaires parce qu'encore une fois, tout dépend de ce que toi tu veux. Ça dépend de chaque coach. Mais un coach qui réussit, c'est quelqu'un qui est bien, qui est aligné avec ce qu'il propose et qui pourrait se faire coacher par lui-même. Et avant, tu mettais en avant un peu le côté éthique, que toi, tu voudrais pas travailler avec des gens qui veulent pas proposer un business d'éthique, enfin, un business éthique. Est-ce que tu penses que c'est possible de réussir de façon pérenne avec justement une éthique moyenne, discutable? Bah, j'ai envie de te dire, c'est toi avec toi-même, hein. Si tu arrives à te regarder dans le miroir le matin en te levant, tant mieux pour toi, que grand bien te fasse. Mais moi, en tout cas, j'y arriverais pas si je vendais si j'arnaquais les gens. Donc, moi, je pars du principe que je fonctionne comme ça et je vais pas travailler avec des personnes qui ne fonctionnent pas comme moi parce que dans tous les cas, oui, potentiellement, je vais lui faire atteindre des résultats, il va être content. Mais s'il n'y a pas la passion derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'essoufflera à un moment donné, il va faire autre chose, ce ne sera pas du long terme. Et moi, je suis vraiment là pour développer des carrières long terme. Si à un moment donné, tu te dis, bah, j'ai envie de changer pour X ou Y raison, bah, c'est pas grave, tu vois, c'est bien aussi de vouloir voir autre chose. Mais si tu te dis, je veux changer tous les 2 mois parce que ça ne fonctionne pas, parce que j'étais pas assez motivée, j'étais pas assez passionnée. Ça prend pas 2 mois, mon pote. Bah ouais, non, mais c'est pas ça que je veux créer, tu vois. Et je veux pas avoir ce genre de témoignage à la fin de l'accompagnement, donc ce serait contre-productif même pour moi-même, en fait. Et j'aimerais faire le parallèle. Combien de coachs vivent réellement de leur activité? Tu vois, ça c'est autre chose. Il y en a surtout des coachs en ligne. Il y en a quasi pas beaucoup en fait. Tu vois, genre, C'est un peu le truc le biais du survivant, tu vois. Genre, exactement. Je veux dire, Nathan et moi, que des fois quand on va en compétition ou quand on est dans les salles, on discute avec des coachs. Il n'y en a quasi aucun en fait qui vit de son activité. C'est très rare. En fait, tu es un peu dans
dans la niche et du coup, tu vois d'autres coachs et tu te dis, bah, en fait, le truc, le truc tourne, enfin, je veux dire, il poste régulièrement, etc. Tu te dis. Pourquoi il tourne? C'est ça la question. Et en fait, en discutant, c'est vrai que souvent on se fait la remarque, genre limite, rien que déjà de pouvoir en vivre, en fait, tu fais déjà partie t'es encore plus niché dans la niche de pouvoir en C'est ça. vivre, quoi. Ouais. Après, je pense, tout dépend de ta spécialisation, de ce que tu veux faire. Il y a aussi une énorme différence entre est-ce que tu veux faire un accompagnement long terme, par exemple en FA, où tu accompagnes l'athlète sur du long terme parce que tu as besoin de le voir sur du long terme évoluer et parce que les objectifs sont pas forcément arrêtés. Le but, c'est d'augmenter le plus possible, d'atteindre le plus haut niveau possible, mais il n'y a pas de deadline. VS, quelqu'un qui accompagne une 30 transformation jours, 90 jours. Ouais. en perte de poids, tu vois, c'est très différent déjà. Donc les systèmes vont pas du tout être les mêmes. Et c'est très, la différence aussi peut être aussi là sur le fait de pouvoir en vivre ou pas. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Après, sur de la FA, le point positif là-dessus, c'est que ça va être plus du long terme. Donc forcément, vous avez moins à trouver plus de clients tous les Ouais, mois. moins de turnover. Ouais. Pouvoir en vivre, tu vois. Après, il suffit juste d'optimiser le ratio temps prix par athlète et tarif, enfin investissement que vous allez pouvoir mettre en place. Et derrière, le calcul est bien, tu vois. Mais effectivement, si tu n'as pas déjà un plan de base, tu ne sais pas ce que tu vas offrir, si tu sous-tarifes ton offre, effectivement, ça va être très compliqué d'en vivre. Justement, en parlant de ça, c'est une question que j'avais, c'est est-ce que pour toi, les coachs sous-estiment la valeur de leur coaching? Chaque fois que j'ai une discussion. Il n'y a pas eu une discussion où quelqu'un m'a dit bah ouais, là, je vais mettre, je sais pas, X euros, mais un bon tarif, tu vois. Et c'est normal parce que tu as aussi ce syndrome de l'imposteur au début qui est totalement légitime d'avoir, où tu te dis pourquoi je mettrais cher alors que je viens de sortir d'école, etc. C'est normal, au début, tu mets pas forcément des tarifs très élevés. Mais si tu es dans une optique d'en vivre avec ce tarif-là de base que tu as mis, tu te doutes bien que ça va être compliqué. Et souvent, c'est la désillusion aussi à ce niveau-là. C'est ah oui, j'avais pas prévu l'URSSAF, les charges de déplacement, de machin, de trucs. Bah oui, quand tu enlèves tout, au final, il te reste pas beaucoup pour manger à la fin du mois, quoi. Donc, c'est ça. Mais la plupart se dévalorisent. Et c'est toi, là aussi pour revaloriser. Ce que tu nous avais dit, c'était tape ce que tu proposes sur ChatGPT, regarde ce qu'il te dit, ce que vaut ton coaching. Et en fait, tu te retrouves avec une valeur qui est 10 fois supérieure à celle que tu proposes réellement. Ouais, carrément. Donc, c'est un bon exercice pour te rendre compte. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, évidemment, mais en tout cas, la vraie valeur de ton coaching, elle va être moins que ce que ChatGPT va te dire, mais en tout cas, c'est la valeur que lui en perçoit et c'est très intéressant parce que lui, il a une grosse base de données. Il se base aussi sur des coachs qui sont aux États-Unis, dans d'autres pays. Effectivement, on n'est pas sur le même marché, mais ça peut donner quand même une idée de la valeur qui est, comme tu dis, 10 fois plus la plupart du temps. Donc, 1500 euros l'accompagnement chez toi. Par mois. Ouais, c'est ça. Mais après, nous, le truc sur lequel on a vachement changé de vision, enfin, on l'avait déjà un petit peu avant, mais c'est de se dire, en fait, si on n'est pas à l'aise avec les prix qu'on propose, c'est aussi potentiellement que on ne trouve pas notre accompagnement assez qualitatif, tu vois. En fait, ça nous a vachement poussé. Ce n'est pas le cas, donc. Ouais, et ça nous a vachement poussé à mettre en place un maximum de trucs pour constamment, limite, se dire on n'est pas assez cher, en fait, par rapport à tout ce qu'on fait. Bon, là, c'est autre, mais je trouve qu'on est toujours pas assez cher par rapport à ce qu'on propose comme service, qui est réel, hein, malgré le fait que forcément, il y a un moment où tu es obligé d'augmenter les tarifs, parce qu'on parlait du fait si tu te donnes des tarifs trop bas mais que tu vas en vivre, si tu as 50 clients mensuels mais que tu es à 70 euros par mois, et à un moment, ça va bloquer, tu vas faire 3500 euros de chiffre d'affaires, l'URSSAF, elle t'enlève quasi 30%, les déplacements, donc au final, il te reste que 50%, il te reste 2000 euros dans la poche. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Par rapport à l'investissement, tu vois, surtout. Ouais, par rapport au temps que tu mets dessus. Et c'est vrai qu'en fait, il faut faire un parallèle. C'est intéressant ce que tu dis, Nathan, sur le fait de vouloir rajouter de la valeur à ton accompagnement pour se sentir plus légitime de pricer plus cher. Du coup, c'est super intéressant parce que la valeur réelle et la valeur perçue, elle est totalement différente.
Et en fait, donc la valeur réelle, c'est le prix que tu vas mettre. Et la valeur perçue, si tu veux pas augmenter ton prix parce que tu as l'impression que la valeur réelle, elle va surpasser la valeur perçue, bah, tu as juste à augmenter la valeur perçue. Et plus tu l'augmentes, plus tu vas décider du gap entre les deux, et plus tu vas pouvoir augmenter la valeur réelle, tu vois. Et après, c'est toute une question aussi de comment tu communiques dessus, comment tu vends ton produit. Enfin, voilà, après, c'est du marketing. Mais en tout cas, il faut être aligné, comme tu dis, avec ce que tu proposes. Si toi, tu trouves que c'est trop cher, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais dit, ce serait bien d'augmenter parce que là, la valeur que vous proposez, elle est énorme et le prix n'est pas représentatif de la vraie valeur que vous proposez. Mais par contre, au début, tu te sentais pas forcément légitime, ce que je comprenais, et je t'ai dit, c'est pas grave, on va essayer d'augmenter la valeur du coup de l'accompagnement, et petit à petit, tu vas te sentir plus légitime. Et là, effectivement, tu te dis, ok, là, là, je comprends mieux l'augmentation du tarif parce que je peux le. Ouais. Aujourd'hui, on est complètement à l'aise, tu vois, quand on doit en parler, soit dans la vie de tous les jours, tu vois, les gens nous demandent, ou alors quand on Et est en appel avec des gens qui potentiellement sont intéressés. En vrai, personne dit c'est trop cher, en fait. Enfin, en tout cas, dans purement la sphère de les gens nous contactent pour un coaching, personne dit ah bah non, c'est trop cher, tu vois. Ouais. Non, c'est ok, c'est hors de mes moyens, d'accord. Mais en fait, c'est jamais arrivé qu'on me dise bah non, ça les vaut pas, en fait, tu vois. tu te fous de ma gueule, tu vois. Alors, Ok, bah, c'est pas mon budget, mais le tarif, je comprends totalement, quoi. bah Ouais. généralement, Par rapport à tout ce qu'il y a. sur le peu de gens qui nous disent bah au final non, tu vois, c'est bah, en fait, je suis super intéressé. Donc, ou bah, je vais essayer de gagner plus d'argent pour le prendre, ou bah, juste en fait, bah, je peux pas et j'essaierai dès que j'aurai plus de moyens de revenir, tu vois. Mais ça, si vous avez ce genre d'objection, entre guillemets, ça veut dire que votre valeur perçue, elle est plus haute que la valeur réelle, donc c'est parfait. Et c'est ça qu'on va venir Et, chercher. qu'est-ce que je veux dire? Par contre, bon, tu sors de l'espace purement professionnel et quand t'en parles des fois à des gens, tu leur dis putain. Oh, le coaching, c'est 180 € par mois. Les gens, ils travaillent comme ça. Putain, c'est cher, tu vois. Je suis en mode, ok, mais après, c'est pas toi qu'on vise, tu vois. Et puis, tu n'as pas eu le temps forcément d'expliquer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Exactement, exactement. Et moi, généralement, les gens qui me disent directement, ah non, c'est beaucoup trop cher, bah, je dis, bah, ok, bah, reste dans ta désillusion et puis voilà, quoi. Clairement. Parce que ça, c'est un peu le problème, j'ai l'impression aussi en France, c'est que dès que, en fait, t'as pas le droit de bien vivre de ce que tu proposes, tu vois. Ah oui, Non, c'est interdit. Mais justement, c'est intéressant parce que du coup, Marine, toi, tu as beaucoup, beaucoup voyagé. Est-ce que réellement, Moi, je fais les transitions. toi, tu dirais que justement en France, il y a un truc autour de ça, de proposer des accompagnements chers et que c'est, entre guillemets, il n'y a qu'en France où ça pose problème, il y a vraiment ce tabou autour de ça, ou en réalité, le tabou autour de l'argent, tout ça, il est un peu partout. Je dirais même que c'est européen, peut-être, Ouais. mais surtout français, ouais. C'est clairement. Si tu demandes tu vois, par exemple, alors je vais te donner un exemple très parlant, très concret. J'étais à Bali et j'étais dans une nouvelle salle. Je testais une nouvelle salle et je rencontre un mec, tu vois, je lui demande de me spot sur du bench et on discute 2-3 minutes et je comprends vite qu'il est coach et je lui dis, ah, trop bien. À l'époque, j'étais en train de développer le projet OMR et je lui explique un petit peu le projet. Et il me dit, mais c'est génial. Moi, j'essaye de me développer en ligne et tout. Je trouve ça assez compliqué. En plus, je voyage souvent, donc ce serait trop bien pour moi, etc. Je lui dis, bah, trop bien, tu vois. Je vais pouvoir l'aider. On va pouvoir se revoir. Bon, malheureusement, il partait le jour d'après. Il revenait à Dubaï, mais tu vois, c'était un Émirati, du coup, on appelle ça comme ça. Un mec de Dubaï et lui, il avait zéro problème avec l'argent et pourtant, il gagnait pas sa vie en tant que coach, tu vois. Mais c'est un mec, il avait 50 000 abonnés sur les réseaux. Enfin, il aurait pu vraiment vendre des programmes et tout, mais il voulait faire les choses bien. Et du coup, j'ai beaucoup aimé sa mentalité et on en a un petit peu parlé, mais on n'a pas eu le temps d'en parler énormément. Mais lui, il était hyper chaud pour se faire accompagner et pour mettre des milliers d'euros dans un accompagnement qui lui permettrait de vivre de sa passion par la suite en ligne, tu vois. Et c'est pas directement tu fais ça à combien, c'est quoi le tarif, c'est quoi, tu vois, c'est pas directement pensé comme une dépense. En fait, pour lui, c'est directement investissement, retour sur investissement, et ça va changer ma vie, tu vois, ce que tu proposes.
Or, en France, même en Europe, je pense, c'est plus la mentalité de oh, ça va me coûter combien encore ça ouais, est-ce que c'est vraiment utile tu vois, c'est toujours ce genre de petites questions qui reviennent. Et alors, moi, c'est pour mon activité l'exemple, mais pour l'activité de coaching sportif, c'est exactement la même chose. C'est est-ce que c'est vraiment utile de prendre un coach c'est encore une dépense. Mais en fait, quand tu regardes sur le long terme, pas du tout. En fait, c'est un investissement pour ta vie, tu vois. Quand on parle d'une transformation physique, encore plus. Mais si tu as un rêve, si tu rêves de devenir d'aller sur les plateaux internationaux en force athlétique, mais que tu te fais pas coacher parce que pour toi c'est pas utile et pour toi t'as pas le budget à mettre là-dedans, à un moment donné tu te doutes bien qu'il va y avoir un gap, tu vois. Ça va rester un rêve, malheureusement. Ouais, tu t'es trompé de rêve, Harry. Et cette mentalité, c'est vrai que je la retrouve nulle part. Enfin, je l'ai retrouvée nulle part qu'en France, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je voyage beaucoup parce que j'aime énormément écouter d'autres mentalités tu fais de tellement plus grandes choses en étant dans un environnement qui te pousse vers le haut justement et qui est pas tout le temps là à regarder les dépenses, à regarder ça comme une dépense justement. Enfin, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Okay. Je confirme le doute. Ok, intéressant. Ouais. Donc potentiellement aller sur de nouveaux marchés. Ouais, aller à l'international. Ouais. Alors, au niveau de tes voyages, où as-tu trouvé les meilleures salles? Oula. Budapest, hein. En vrai, Budapest. Séoul, c'était pas mal pour les salles. J'ai Ah pas ouais? kiffé la ville, mais pour les salles, ah ouais, les salles de power là-bas, c'est une grande capitale, donc c'est pas hyper développé. Tout le monde, tous les power se connaissent là-bas parce qu'ils sont pas beaucoup. Mais par contre, il y a 3 ou 4 salles, mais elles sont géniales. Et bon après, voilà, quand tu vas en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam. Bon courage pour trouver une salle de power et les meilleures salles de body, on va dire. Bon, voilà, il fait 40 degrés humide dehors, il n'y a pas de fenêtre. Donc, Il me semble que c'était Hugo Wona à l'époque qui avait. En fait, la seule salle de power en Thaïlande, c'était SBD Thaïlande, en fait. C'était le siège. Je me rappelle. Ouais, ça doit être ça. Thaïlande, j'étais une semaine en vacances là-bas et à cette époque, je m'étais déjà fait un peu mal. Du coup, j'avais arrêté un petit peu le power. Enfin, j'avais fait une petite pause, donc je cherchais pas forcément de salle en Thaïlande, j'en sais rien. Mais en tout cas, Vietnam, Indonésie, de toute façon, c'est vrai que Pas c'est la pas culture. la même culture et c'est pas aussi développé qu'en Europe, donc c'est logique. Après, en Europe, du coup, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver. Dans chaque pays où je suis allée, j'ai trouvé. J'ai fait Das Gym C'était à à Vienne, là, Vienne. où t'avais une salle de zinzin, là, ouais. Ouais, trop bien, avec la grande affiche de Schwarzenegger. Incroyable cette salle. Et sinon, ouais, Budapest, c'était cool aussi. Il y avait une bonne salle, bonne ambiance avec tous les inters de hongrois. Donc c'était cool. Et Espagne aussi, c'était pas mal. Non, franchement, en Europe, on est bien par rapport aux salles. En Asie, un peu moins. Ok, sympa. Est-ce que Nathan, t'as encore des questions ou... Non, du tout. Non? Ok. Est-ce que si tu devais donner 3 conseils à un coach qui aimerait se lancer en ligne... Bon, c'est pas forcément un podcast très orienté pour les athlètes de FA ou quoi que ce soit, mais j'espère que ça change. en intéressera certains. Voilà, ça changera un petit peu. On a envie de sortir un petit peu du cadre purement de la FA avec Nathan et de se diriger un peu vers d'autres, entre guillemets, horizons. Donc, si tu avais 3 conseils à donner à un coach qui veut se lancer en ligne, quel serait ton conseil? Ouais, et puis je rebondis aussi sur ce que tu dis, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi qui se découvrent une passion et qui derrière aimeraient se lancer dans le coaching. Pas mal comme ça, donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui écoutent déjà le podcast potentiellement. Donc 3 conseils. Le premier déjà, n'attends pas d'avoir ton diplôme avant de te lancer en tout cas sur les réseaux si tu veux faire du online. Voilà, si tu veux faire du coaching en ligne, il faut que tu sois en ligne. C'est logique. Donc n'attends pas et vraiment, même si tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi poster, poste tes entraînements, poste des choses. Vraiment commence à faire des choses et peu importe si c'est pas parfait, on s'en fout complètement. Il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Ça, c'est vraiment ma phrase fétiche. Mon premier conseil, poste du contenu si tu veux te lancer en ligne. Deuxième conseil, ne t'attends pas à faire seulement du coaching.
Si tu veux te lancer en indépendant, tu auras énormément de choses à faire autour. C'est totalement normal. Il ne faut pas que tu sois un expert dans tous ces petits aspects qu'il y a autour, qui gravitent autour du coaching, mais il faut que tu aies des connaissances dans chacun de ces aspects et ça va te prendre du temps et il va falloir te former, il va falloir t'investir en termes de temps, en termes de finances. Donc, sois prêt à ça. Sinon, si tu n'es pas prêt, le fais pas. C'est juste. Et 3e conseil, kiffe, fais quelque chose avec lequel tu es aligné et kiffe ce que tu fais et tu réussiras dans tous les cas. Derrière, c'est juste ce qu'on appelle du scaling, donc aller chercher une plus grande échelle si tu veux aller chercher plus de chiffre d'affaires. Si tu pars de quelque chose où tu n'es pas aligné, ça va être très compliqué d'aller chercher du chiffre d'affaires. VS, si tu pars de quelque chose où tu es totalement aligné et tu kiffes ce que tu fais, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher du gros chiffre d'affaires. Donc, fais déjà quelque chose que tu kiffes faire, quitte à ne pas beaucoup gagner au début en ayant potentiellement un filet de sécurité. Mais fais quelque chose que tu kiffes, ce sera beaucoup plus scalable par la suite. 4e conseil, prenez un suivi chez OMR. 4e conseil, si vous ne savez vraiment pas par où commencer Fais ta pub. Et que vous voyez un accompagnement dans le développement de votre activité comme un réel investissement et pas juste une dépense comme ça, si vous avez le mindset d'un entrepreneur ou en tout cas vous voulez l'avoir et que vous voulez faire les choses bien pour votre business de coaching en ligne, écoutez, je suis ouverte à la discussion sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un DM et on en discute. J'accepte pas tout le monde par contre. J'accepte pas si vous voulez vendre des programmes à la con là. Parfait. Écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Marine d'avoir accepté l'invitation. Merci Marine. Merci on mettra de toute façon tous tes liens. On attend l'invitation, nous aussi. Ouais. Moi, je suis pas aussi assidue que vous dans votre podcast. J'ai un peu délaissé, mais c'est vrai, il faut que je vous invite. Et si jamais vous recherchez du coup un accompagnement, vous êtes coach, vous recherchez un accompagnement, vous voulez devenir coach, vous cherchez un accompagnement pour lancer votre business, contactez Marine directement. De toute façon, on mettra ses réseaux directement dans la description. Si jamais par contre, vous voulez juste devenir fort et musclé et atteindre vos objectifs, on vous laisse nous contacter directement sur Instagram ou directement sur le site internet. On sera un plaisir de vous recontacter, vous donner quelques conseils, pourquoi pas démarrer un suivi du coup juste derrière. Voilà. Bisous tout le monde. Bisous.